Bonjour, nous sommes le samedi 9 novembre 2024. Voici voilà, un exemple d'oscillateur harmonique mécanique. Alors ici, ce sont les mécaniques que je vois, parce qu'on peut avoir aussi des oscillateurs, bon, je veux dire, pneumatiques, des oscillateurs, je veux dire, électroniques. Des oscillateurs, on peut le faire dans tous les domaines possibles et imaginables. Bon, alors l'oscillateur entretenu va introduire bon, des signaux de sinus et cosinus. Bon, si vous mettez en nombre complexe A plus BJ, on a Rho 6 phi, et donc soit vous prenez la partie réelle, mais alors toute la théorie sera faite sur la partie réelle, c'est-à-dire un cosinus, ou alors soit vous choisissez la partie imaginaire, alors toute la théorie se fera sur un sinus. Alors, donc, la différence entre un sinus et un cosinus, c'est décalé depuis demi. Vous savez très bien que sinus et cosinus sont complémentaires entre eux. Voilà. Alors, bon, on peut avoir un signal entretenu qui donne un signal parfait. Bon, je vous rappelle que la sinusoïde, c'est un signal parfait. Mais on peut avoir aussi un signal qui n'est pas parfait, qui est entretenu. Mais attention, il peut être téléguidé, télécommandé. Parce qu'on peut, en fait, des signaux comme ça, bon, quand on a des systèmes de régulation, ben, on essaie de contrôler le système, on essaie de le contrôler, donc on essaie de paramétriser au mieux le signal pour avoir un amortissement le meilleur possible, à quel moment, etc., pour avoir un pic à quel moment, etc., etc. On sait faire beaucoup de choses, je veux dire, avec de tels signaux. Bon, je veux dire, certains travaillent tous les jours avec de tels signaux, puisqu'ils travaillent dans la régulation, et dans la régulation, on retrouve souvent ce type de signaux qui est amorti. Alors donc, vous avez l'entretenu, qui est la sinusoïde pure, et vous avez euh, donc l'entretenu, c'est celui-ci. Hein. L'entretenu, c'est une sinusoïde pure. Et ça, c'est l'amorti. Il est amorti. Voilà, donc on a une sinusoïde. Alors bon, ça, vous aurez compris que pour avoir ça, il y a une exponentielle qui joue avec de la sinusoïde. Hein. On a voilà, une sinusoïde avec une exponentielle. C'est juste ça. Bon. Bon, pour en venir à l'oscillateur entretenu, ben, ici, cette vidéo-ci, l'oscillateur entretenu va donner un signal sinusoïdal, soit entretenu ou amorti. Bon, si on désire qu'il soit amorti, bah, on peut le faire. Et si on désire qu'il soit entretenu, on peut le faire aussi. Bon, je veux dire, dans les deux cas de figure, on a pas mal d'exemples. Par exemple, ici, j'ai pris une horloge qui est un pendule, voilà, qu'on peut remonter mécaniquement ou électriquement. Donc vous voyez qu'il y a toujours une énergie derrière, soit une énergie mécanique, de type mécanique, ou une énergie de type pneumatique, ou une énergie de type euh, euh, ou une énergie de type euh, donc mécanique, électrique, de tout type. On peut avoir toutes sortes de types d'énergie. Voilà. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est de mettre, il y a plusieurs exemples à ça. Donc ici, je vous ai mis un exemple euh, d'une horloge. L'horloge va mesurer, bien sûr, le temps. Alors on peut mesurer en secondes. Et puis, mesurer, quand on mesure la seconde, 3600 secondes fait une heure. On peut mesurer les heures, mais aussi les minutes, parce qu'une minute c'est 60 secondes. Donc on peut mettre des graduations adaptées, je veux dire, au pendule, pour avoir une rotation, je veux dire, des engrenages qui sont en arrière-plan. Bon, il y a une aiguille qui peut donner, voilà, l'heure, la minute, voilà, l'heure, et l'autre la minute, les minutes. Alors les oscillations, les battements peuvent être donnés en secondes. Mais pour ça, il faut soit régler en arrière-plan pour avoir une certaine forme d'énergie mécanique à disposition pour pouvoir faire tourner et avoir un mouvement d'oscillation. Un mouvement d'oscillation, voilà, qui sera engendré et qui va donner le temps. Qui va voilà, plutôt compter le temps, qui ne donne pas le temps, mais qui compte le temps. Qui compte le temps. Voilà. Alors, on peut aussi avoir un oscillateur mécanique qui est, bon, ici, comme je l'ai dit, l'horloge, c'est un oscillateur mécanique à engrenage. Hein, voilà. Alors, on peut mettre aussi un étau, mettre une lame vibrante et voilà. Alors, lame vibrante, c'est une lame souple. Il ne faut pas qu'elle soit rigide, sinon vous ne saurez pas voilà, la faire vibrer. En tout cas, ici, on l'a maintenue à une position. Ici, on peut le faire avec un étau, c'est pas un problème. On a des mordaches ou des morts, ce qu'on appelle des mordaches ou des morts. On maintient la lame vibrante et puis après, par rapport à sa position initiale qui est x0, ben, je veux dire, soit
on la plie dans le sens haut ou dans le sens bas, et bien après on va voir la vibration. Bon, c'est la même chose ici. Soit ici on met bon, un pivot ou un statif, on peut mettre un statif ou soit un pivot, voilà. Et là on met un fil inextensible, c'est-à-dire que le fil, bon, il est maintenu rigide. Et après, bien sûr, on met un objet tel que le pendule ici. Voilà, et ça c'est, vous aurez compris qu'on a affaire à un pendule simple. Alors, il existe beaucoup d'exemples d'oscillateurs. Ici, ce sont tous des oscillateurs mécaniques. Alors, en électronique, ben, vous avez toute une panoplie d'oscillateurs qui sont étudiés en circuit RLC. RLC, même des amplis aussi, enfin des oscillateurs qui peuvent être construits à partir d'amplis opérationnels aussi, ou des amplis, enfin des oscillateurs construits sur base de transistors. Euh, et donc, là, vous avez quelques exemples, voilà, de systèmes qui sont de type mécanique. Alors, je vous ai dit qu'il y a plusieurs types d'oscillateurs. Hein. Il y a plusieurs types d'oscillateurs. Il en existe toute une panoplie. Ici, justement, la vidéo a pour but justement de citer un petit peu, je veux dire, toute une vague, je veux dire, un ensemble d'oscillateurs. Voilà. Alors, les oscillateurs, bon, on peut avoir des oscillateurs naturels, hein, tels que par exemple les vagues, les marées, qui sont dues à la Lune, voire au vent. Au vent et à la Lune, parce qu'il y a une interaction entre la Terre et la Lune qui crée voilà, l'effet des marées. Voilà. On peut avoir aussi bon, une balançoire, hein, tout type de balançoire. Vous avez des balançoires pour les enfants, vous avez des balançoires voilà, pour les oiseaux, etc. Les oiseaux aussi peuvent se balancer dans des balançoires. Voilà, ils créent quelque part un mouvement, voilà, un mouvement, on va dire, un phénomène vibratoire qui est un phénomène. Bon, la plupart des cas, ils sont amortis. Hein. La plupart des cas, ils sont amortis. Voilà, la plupart des cas, ce qu'on a, c'est plutôt ceci. Hein, dans la plupart des cas. Voilà, plutôt ceci. Si vous voulez ceci, bon, il faut apporter une énergie derrière et l'entraîner pour avoir un signal parfait. Voilà, c'est ça la différence entre les deux. Attention qu'ici, on peut le télécommander aussi, hein, celui-ci. Celui avec l'exponentiel, bon, ces paramètres, on peut voilà, les téléguider, les télécommander, voilà, les contrôler, ce que vous voulez, par rapport à voilà, un environnement. Vous êtes à un endroit A et vous voulez télécommander le signal qui est à un endroit B, vous pouvez le faire à partir d'un poste de commande. Voilà, à partir d'un poste de commande, vous pouvez contrôler les paramètres de ce signal E sinus oméga t. Ici. Alors, celui-ci, bien sûr, comme je dis, il est entretenu, il est spécial parce que il est vraiment parfait. Il est vraiment parfait. Voilà. Alors, c'est pour ça que dans les exemples ici, bon, attention, vous avez soit des signaux entretenus, soit des signaux, je veux dire, amortis. Voilà, ils sont pas tous entretenus ou amortis. Ils sont l'un ou l'autre. Voilà. Donc ici, vous avez quelques exemples. Un exemple naturel, c'est les vagues, les marées. Un autre exemple, c'est les balançoires. Bon, l'alternateur, lui, donne du signal. On peut avoir des alternateurs monophasés, voire des alternateurs triphasés. Et alors, si on a un alternateur triphasé, on a trois signaux alternatifs, hein, voilà, décalés de 120 degrés chacun. Voilà, on a trois sinusoïdes. Alors, qu'est-ce qui va donner l'alternateur? Ben, si je crée voilà, l'alternateur, si on a un alternateur monophasé, il va donner du sinus comme ceci. Avec une amplitude, bien sûr. Ici, je démarre à 0. Le second signal de l'alternateur, ben, il est à x moins. Alors, 120 degrés, c'est. Alors, 60, c'est pi sur 3. 2 pi sur 3. Voilà, ça c'est le deuxième signal de l'alternateur. Et si vous voulez le troisième signal de l'alternateur, ben, je duplique celui-ci et je mets moins. Là, il faut qu'on rajoute pour avoir 240. 240, normalement, c'est
4 pi sur 3. Voilà. Et là, un alternateur sort des signaux comme ça, comme ceci. Voilà. Alors, si vous êtes en monophasé, ben, vous aurez plus une seule déphase. Voilà. Mais en triphasé, vous avez ça, c'est un alternateur triphasé. Alors, un pont vibrant, ben, un pont peut se mettre en vibration, effectivement, dû au passage. Alors, c'est bien calculé d'une telle manière qu'il ne rentre pas en résonance. Ou s'il y a lieu de rentrer en résonance, on prend des dispositifs voilà, de sécurité adaptés. Voilà. Ici, on peut avoir des vibrations mécaniques en tout genre, hein, qui vont engendrer des bruits ou pas. Hein. On peut avoir des vibrations mécaniques avec bruit ou sans bruit. On peut avoir des cordes vibrantes. Par exemple, dans les instruments de musique, vous avez la guitare, par exemple. Voilà, le violon, violoncelle, etc. C'est tous des instruments, ce qu'on appelle à cordes. Alors, il y a les instruments à cordes pincées, voilà, les instruments, les autres instruments à cordes. Alors, on a le marteau pneumatique, les amortisseurs, tout ce qui est amortisseur, système d'amortissement. Par exemple, je pense à une voiture avec les suspensions. Attention que suspension, ça s'entend avec un Mac. Par exemple, si je prends un McPherson, voilà, vous avez un amortisseur avec des ressorts, un système de ressorts rigide. Voilà, avec un coefficient K qui est grand. Quand je dis K, c'est F égale KX. Voilà, c'est la constante de raideur du ressort qui est grande dans ce cas-ci. Alors, si je mets un statif, j'accroche un ressort à un statif, eh bien, je veux dire, et que je mets un objet en suspension, là aussi, je peux créer ce qu'on appelle un mouvement vibratoire. Alors, vous aurez compris que le mouvement vibratoire, ben, il faut démarrer à partir d'un x0. On est bien sûr dans l'espace-temps. Hein. Bon, les notions qui vont venir qui vont être tenues en compte ici, ben, c'est une notion temporelle. C'est une notion, ici sur GeoGebra, j'ai pas mis de temps, mais le x, ouais, c'est une notion de temps. Alors, si vous voulez savoir pour un alternateur, alors je vais mettre qu'un seul signal alternatif. Le signal alternatif, bien sûr, on n'a pas un signal mécanique. Hein. Alors les signaux mécaniques, on a une élongation qui est donnée par y de t, qu'on a à sinus oméga t plus phi. Voilà, on peut avoir un axe d'oscillation qui est donné aussi. Il ne va pas vibrer par rapport, par exemple, il n'est pas obligé de vibrer par rapport à l'axe des X. Hein. On peut avoir peut-être vibrer par rapport à une droite bien précise et pour avoir un décalage. Bon, ça s'obtient par exemple avec un décalage comme ceci, s'obtient par exemple en électricien avec une tension moyenne. On ajoute une tension moyenne, voilà, donc c'est possible. Donc tout est possible. Donc ici, je vais mettre plus un décalage. Voilà, alors, ça, si Y est un signal, je veux dire, mécanique, ben, il sera mesuré, par exemple, en centimètres. En centimètres. Voilà, l'élongation est donnée en centimètres. Mais attention, si c'est un signal électrique, ben, il est donné en volts. Volts en fonction du temps, bien sûr. Hein. Ben, ici, c'est bien sûr, c'est des centimètres en fonction du temps, parce que bon, c'est des centimètres en fonction du temps. Pourquoi? Parce que vous voyez que c'est une fonction du temps. Voilà, donc, si on vous dit après x, après un temps t donné, ben, le signal est là. Donc on est à x centimètres ici. x1 centimètre. Voilà, à l'instant t1. Mais à l'instant t2, si on est à l'instant t2 ici, ben, on n'a pas la même. Voilà, on n'est pas à la même position. Alors quand je dis position, si le x0 égale 0 est là, ben, supposons que on a x1 qui est là, mais le x2 à l'instant t2, il sera peut-être ici, plus bas. Voilà, ici, il est plutôt en positif. Hein, plutôt en positif. Donc il sera, on va dire, ici plus bas, le x2. Voilà, instant t2. Donc on peut mesurer à tout instant, bon, c'est une fonction bien sûr. C'est à tout instant, on peut mesurer la longueur. Alors à tout instant, on peut mesurer la tension. Alors on peut le faire avec un oscilloscope. Ça se mesure avec un oscilloscope. Bon, on peut mesurer aussi, quand on a la tension, on peut avoir une image de la tension qui est le courant. Donc je peux mesurer aussi le courant I de t, qui est aussi une fonction du temps, qui est donnée par A sinus oméga t plus phi, plus
un décalage. Un décalage. Alors, le décalage, en électricité, comme je l'ai dit, c'est une tension moyenne. Hein. On peut rajouter une tension moyenne à ça pour avoir un sinus oméga t plus phi. Alors, bien sûr, les caractéristiques du signal, vous les connaissez. Alors ici, cette vidéo-ci n'avait lieu juste que pour vous dire qu'un signal harmonique est une sinusoïde ou une cosinusoïde. Alors ici, je le traite en tant que sinusoïde. Y de t est égal à A sinus oméga t plus phi plus un décalage. Le A, c'est ce qu'on appelle l'amplitude, bien sûr. Oméga, ben, ici vous pouvez mettre aussi A sinus alpha, alpha est en radian, plus phi, plus un décalage. Ah ouais, ceci c'est aussi en radian. Alors, le A c'est l'amplitude, oméga c'est la pulsation, oméga égale 2pi fois la fréquence, c'est égal à 2pi sur t. 2pi sur t. Et voilà, phi c'est un décalage par rapport à alpha. Attention, phi c'est décalage, décalage par rapport à alpha. Et puis on peut avoir un décalage suivant l'axe des Y. C'est un décalage par rapport à l'axe des Y. Des X. Des X, m'excuse. Par rapport à les X. Soit on monte. C'est un décalage. Je vous montrerai dans un petit instant. Alors ici, par exemple, je suis sur GeoGebra, je prends un signal. Ah, sinus oméga. Je fais plus K, vous remontez. Hein. Donc je fais 2 plus sinus X. Voilà, le décalage, il est là, avec un axe qui vaut Y égale 2. Donc j'ai monté 2 unités par rapport à l'axe des X de 2 unités. Voilà, donc c'est, on va dire, le nouvel axe d'oscillation, c'est l'axe d'oscillation en fait. C'est l'axe d'oscillation. Parce que le premier axe, qui était Y égale 0, qui est l'axe des X, voilà, ça c'était l'axe d'oscillation du signal vert. Mais maintenant, comme je l'ai décalé de 2 unités vers le haut, le nouvel axe d'oscillation n'est plus l'axe des X, mais un axe des X décalé de 2 unités vers le haut. Et donc, vous voyez qu'ici, bon, il y a suffisamment d'exemples, on pourra en rajouter toute une panoplie d'exemples. Alors, je vous rappelle que dans l'espace, bon, les signaux vibratoires, c'est pas ce qui manque. Aussi bien dans l'infiniment petit que l'infiniment grand. Alors, bien sûr, quand je dis, ici, j'ai dit que ça se mesurait soit en... Bon, on a toutes sortes d'unités, hein, ça dépend dans quel système vous êtes. Si je vous ai dit que si vous êtes dans un système mécanique, bon, les oscillations ici, alors ici, c'est par l'oscillation vont être créées par rapport à un x0. Ouais, puis ça va remonter, descendre, voilà, ça va aussi comme ceci. Voilà, ça c'est un système mécanique, donc c'est en centimètres ici, en fonction du temps, bien sûr. Hein. C'est des centimètres en fonction du temps. Et donc, vous voyez bien que quand on a un système mécanique, c'est des centimètres, X sont des centimètres en fonction du temps. Alors, tout dépend de ce qu'on a comme oscillateur. Hein. Le signal que l'on a, je veux dire, voilà. Alors, on a toujours un système, on va dire, dépendant du temps. On a toujours un système dépendant du temps. Mais l'élongation dépend du système. Ça peut être des volts, des centimètres, des ampères, ça peut être toutes sortes d'unités, et ça dépend bien sûr du système que vous allez mettre en place. Alors pour avoir un tel système, bien sûr il faut une énergie, hein. Il y a une énergie derrière. Hein. Voilà, avec des forces. Bon, vous voyez que on est dans un espace-temps, je vous l'ai dit, parce que par exemple si vous faites une élongation mécanique, vous avez des centimètres en fonction du temps, donc vous êtes bien dans un espace-temps, mais dans cet espace-temps, je vous rappelle que l'espace est tridimensionnel, on peut avoir des ondes à 3 dimensions, voilà,
Il y a 3 dimensions. Le temps est une dimension, mais je considère ici que on est d'accord que l'espace c'est 3 dimensions, que l'espace, que le temps c'est une dimension, mais dans cet espace-temps, bon, se concentre toute une panoplie de paramètres que sont l'énergie, les forces et tout ce qui va avec. Hein. Parce que voilà, on n'a pas que l'espace-temps en fait. Voilà, on n'a pas que l'espace-temps. L'espace-temps est muni, voilà, d'une quantité de paramètres qui sont dimensionnels aussi, puisqu'en fait on a les énergies, les forces inclus dans l'espace-temps, les énergies, les forces, alors, les énergies, il y a toutes sortes. Hein. Énergie nucléaire, énergie chimique, énergie thermique, énergie électrocalorifique, enfin thermique calorifique, énergie électrique, énergie électromagnétique, énergie... Bah, toutes les formes d'énergie, même les êtres humains, les animaux et les êtres humains ont des énergies qui sont les énergies musculaires pour pouvoir se mouvoir. Alors, grâce à ces énergies ben, on peut mettre en branle toute une panoplie de forces. Alors, des forces à courte distance, à longue distance, les forces, je veux dire, des petites forces, des grandes forces. On peut avoir toutes sortes de forces qui peuvent interagir. Ouais, forces infinitésimales qu'on retrouve dans les atomes. Voilà, des forces électrostatiques, des forces voilà, de type coulombier, des forces d'attraction, des forces. Il y a toutes sortes de forces. Des forces centrifuges, des forces d'inertie, des forces. Les forces, bon, il existe toute une panoplie. Hein. Donc en fait, vous voyez que les énergies, il y a toute une panoplie d'énergie. Bon, on va dire que les énergies, elles sont, on va dire, il y a à boire et à manger dans les énergies, c'est-à-dire que c'est comme les arbres, il y a toutes sortes d'arbres. Voilà, vous retrouvez dans la nature la diversification des arbres. On a différents, il y a voilà, le saule pleureur, il y a voilà, le pommier, il y a le tilleul, voilà, le platane, etc., etc. Il y a toute une panoplie d'existence d'arbres. Il existe toute une panoplie de fleurs possibles et imaginables. Voilà, il existe toute une panoplie d'insectes, il existe toute une panoplie d'animaux. C'est ce qu'on appelle la diversité. Et donc il existe une diversité d'énergie et une diversité de force. C'est pour ça que je ne peux pas tous les citer parce que je veux dire, il y en a toute une panoplie. On peut aller chercher toute une panoplie de forces qui existantes. Et donc, ces forces et ces énergies bon, font partie intégrante voilà, de l'espace-temps. Donc, qui sont des dimensions aussi. Alors, on a des dimensions aussi thermodynamiques parce que vous avez des paramètres, et je dirais même, soit thermodynamiques, soit thermochimiques, parce qu'on a pression, volume, température, qui sont voilà, des grandeurs, on va dire, des variables d'état. Et donc, je veux dire qu'ils s'interagissent entre elles, voilà, et donc qui sont des dimensions aussi. Ouais, donc toute grandeur électrique, toute grandeur de type électrique, mécanique, physique, etc. Bon, il y en a toute une panoplie, ben, constitue, je veux dire, une dimension en soi. Et donc, dans l'espace en 3 dimensions, qui inclut le temps, bon, qui est interaction espace-temps, donc on a 3 plus 1, ça fait 4, 3 dimensions et une dimension qui est le temps, ben là, à l'intérieur, ça intègre plein de dimensions, parce que sinon, si on avait que la dimension d'espace-temps, ben, il y aurait que ça, il n'y aurait rien d'autre, il n'y aurait pas d'énergie, il n'y aurait pas de force. Et alors, bon, maintenant, s'il n'y a pas d'énergie de force, ça m'étonnerait de créer un espace, hein, parce que l'espace, il est créé à partir d'énergie et de force. Sans énergie, sans force, on ne peut pas créer l'espace. Voilà. Donc l'interaction énergie-force crée l'espace. Et l'espace inclut l'énergie-force. Donc les interactions qui se font, il n'y a pas qu'une interaction espace-temps, il y a une interaction espace-temps, énergie-force et toutes les grandeurs variables et imaginables que l'on peut trouver, je veux dire en physique, en électricité, en électromécanique, etc., 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 qu'on peut retrouver dans l'espace. Voilà. Parce que c'est ce sont toutes des variations qui se passent. Bon, certaines sont des constantes. Je pense à la constante de gravitation. Voilà, il y a beaucoup de types de constantes. Voilà, il n'y a pas que des variations. Voilà, dans l'espace, il y a aussi des notions, voilà, des notions qui sont dites constantes aussi. Voilà, qui font partie intégrante de l'espace. Les constantes universelles de l'espace. Voilà, avec tous ces paramètres. Et alors, tout ça met en jeu, voilà, la grandiloquence et de ce qu'on appelle notre univers et de ce qui en constitue, je veux dire, les tenants et les aboutissants de cet univers et de, voilà, s'il y a d'autres univers, bah, ça se passe, on va dire, on peut dire que ça peut se passer de la même manière ailleurs.
avec les mêmes lois de la physique, les mêmes lois de la physique, quel que soit le type de physique que l'on a à tenir en compte. Voilà. Et donc ici, vous avez cette voilà, ondulation qu'on retrouve dans beaucoup de types euh, d'environnements, même dans les habitations. Hein. Vous avez des habitations, par exemple, si vous avez des habitations où il y a des, comment on appelle ça, des tremblements de terre, mais on essaie de, voilà, de créer des espèces d'amortissement des habitations pour éviter que les habitations se démolissent complètement et viennent écraser les gens à l'intérieur, qui sont à l'intérieur des habitations. Donc on met des espèces de suspensions pour éviter, je veux dire, de gros bobos dans des endroits où bien sûr ils sont à, à risque sismique. Alors, maintenant, ça se discute aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est qu'un risque sismique? Bon, si ça se passe tous les 20 ans, bon, on va pas construire, aussi, on va dire tous les 30 ans, 30-40 ans. Si ça se passe tous les 30-40 ans, ça coûte très cher de mettre des suspensions, je veux dire, à toutes les habitations, sachant que ça se passe tous les 40-50 ans. Là, à ce moment-là, on va se dire, bon, on va dire que c'est la malchance. Maintenant, si on a des environnements qui sont sismiques, où on a voilà, des variations sismographiques voilà, enfin, des sismographiques, ça ne se dit pas, mais des variations sismiques qui varient, je veux dire, pas comme d'autres régions, c'est-à-dire un peu plus fort que d'autres régions. Et donc, par exemple, je pense au Japon. Au Japon, il y a énormément de, voilà, d'endroits où on a des tremblements de terre, je veux dire, euh, tous les X temps. Et les X temps sont très rapprochés par rapport, voilà, à des effets vibratoires. Hein. Ça ne se passe pas tous les 10 ans, tous les 15 ans, mais ça se passe peut-être tous les 2-3 ans, voire toutes les années, voire peut-être une fois tous les 6 mois, on a peut-être des petites vibrations. Et parfois, un jour, on a une grande vibration et qui fait que bon, on peut avoir des petites catastrophes si on a bien géré, je veux dire, la chose au niveau des constructions des bâtiments en ayant mis des suspensions, mais ça ne augure pas forcément, je veux dire, une sécurité à 100%. Les suspensions, c'est bien. Bon, mais si le séisme est très très fort, ben, je veux dire, suspension, on peut avoir, voilà, euh, euh, on calcule jusqu'à un certain point. Ben, je veux dire, bon, maintenant, si on a un, un effet sismique de très grande importance, ben là, à ce moment, bon, c'est vrai que, bon, même en mettant peut-être des suspensions, je veux dire, on risque d'avoir, voilà, comme on dit, des bobos, des désagréments, voilà, une catastrophe qui en dit, voilà, qui reflète son nom, c'est-à-dire avec des blessés, peut-être des blessés, voire des morts, voire... Bon, maintenant, ce qui est cassé, on peut reconstruire, c'est pas un problème. Voilà, un bâtiment qui casse, le tout, faudra attendre la construction, et il faudra attendre les assurances qui interviennent avec comment on appelle ça, les moyens financiers qui sont derrière. Tout peut être reconstruit. Bon, maintenant, quand on perd certaines affaires, c'est un petit peu embêtant, mais maintenant, c'est surtout s'il y a des blessés ou des morts. Ça, c'est plus grave. La gravité, c'est surtout la perte de proches quand il y a un effet sismique. Et alors, il y a des effets, il y a voilà, des tremblements de terre qui créent d'innombrables victimes. Donc, parfois, c'est de l'ordre de l'intervention d'un deuil national, voilà, d'un jour noir national. Voilà, ceci étant dit, donc vous voyez qu'il existe différents types de, comment on appelle ça, de systèmes mécaniques. On pourrait en trouver toute une panoplie. Vous voyez, il y a l'horloge, voilà, les lampes vibrantes, comment on appelle ça, le, le pendule simple. Et là, je vous en donne toute une panoplie. Voilà, et je pourrais en donner encore d'autres. Donc, en fait, parfois, ces systèmes sont recherchés. Parfois, ces systèmes sont à contrôler. Je pense à un système voilà, de régulation, PI, PID, etc. Bon, là, on essaie de dominer le système, de le contrôler. Quand on regarde le signal, on observe le signal, bon, les signaux qui arrivent, on fait une comparaison, puis par rapport à la comparaison, on répond. On répond de manière possible pour que le signal, voilà, le système qui a besoin du signal, ben, réponde au mieux, je veux dire,
par rapport à ce qu'il doit répondre, à ce que l'on veut qu'il réponde. Voilà. Donc, on a des systèmes contrôlés, il y a des systèmes qui sont incontrôlables. Moi, je pense à... On essaie de les contrôler au mieux en mettant des suspensions. Je viens de vous parler des tremblements de terre. Tremblement de terre, c'est incontrôlable. Mais bon, on peut contrôler si on met des suspensions. On a un autocontrôle, mais je veux dire jusqu'à un certain point. Maintenant, les systèmes d'usine, où on a des automatismes, on veut les contrôler, il n'y a pas de problème, on sait les contrôler. Maintenant, les vagues, les marées, bon, est-ce qu'on sait contrôler ça? Ben, c'est la Lune qui fait son effet par rapport à la Terre. Et puis, bon, les marées, en, euh, en- les marées se passent. Maintenant, je veux dire, qu'est-ce qui peut se passer? S'il y a des très grandes vagues, ça peut faire des accidents nautiques. Voilà, des accidents nautiques. Par exemple, un bateau qui est pris dans une vague, bon, elle peut voilà, basculer d'un côté à un endroit à l'autre. Si c'est un petit bateau, elle peut couler. Voilà, bon, c'est pas avoir toujours des. Il y a toujours. Voilà, je pense à une tempête, je pense à beaucoup de choses. Voilà, il n'y a pas que les tempêtes, les phénomènes météorologiques, il y a toutes sortes. Voilà aussi, là où il y a une diversité, voilà, les tempêtes, les ouragans, etc. Bon, il y a différents types voilà, de phénomènes météorologiques qui peuvent se passer, qui peuvent mettre à mal, je veux dire, aussi bien les eaux que les airs. Parce que quand on prend l'avion, s'il y a des effets d'ouragan, s'il y a des ouragans, on va avoir des orages, ou de la brume, ou de brouillard, ou peu importe, ben on essaie de ne pas prendre l'avion, ou de ne pas prendre, je veux dire, de ne pas se déplacer quand il y a voilà, quelque chose de dangereux. Je rappelle que la brume, c'est très dangereux, que ce soit pour la conduite, ou pour l'aviation, ou pour n'importe quel type voilà, si on ne voit pas au loin, bon, on ne sait pas ce qu'on a en face de soi. Même si on a des radars, bon, je veux dire, euh, c'est toujours délicat. C'est toujours délicat. Quand on est pris, je veux dire, voilà, dans un système, je veux dire, avec des aléas climatiques, je veux dire, hors normes. Voilà, donc ici, je vous ai expliqué la balançoire. Balançoire bon, pour les enfants, balançoire pour les animaux, balançoire pour ce que vous voulez. Euh, on a les alternateurs électriques. Voilà, tout ce qui est pont, bah, un pont peut vibrer. Hein, on peut avoir des ponts vibrants. Alors, comme je l'ai dit, ce sont des effets qu'on va essayer de maîtriser ou des effets bon, qu'on recherche. Par exemple, si je crée un oscillateur mécanique, style pendule simple, on va dire un système euh, entretenu. Mais si je le crée entretenu, c'est qu'on veut le créer, on veut le créer entretenu. On veut le créer entretenu. Donc on va faire en sorte que ce signal-là, euh, on le veut. Donc on va le créer. On le veut entretenu, on va le créer entretenu. Et ça, tout est possible grâce à, je veux dire, un alternateur ou voire un déphaseur, un alternateur avec un déphaseur derrière. Bon, un signal peut être déphasé, peut-être ce qu'on veut. Hein. Peut-être réamplifié via des amplis, etc., etc. On peut faire ce qu'on veut avec le signal. Mais je veux dire là, si on le veut entretenu, bah, on n'essaie pas de le dominer ou de le contrôler. Par contre, l'amorti, là, l'amorti, si ça amortit vite, tant mieux. Je dirais que ça n'a aucun incident, ça va. Mais dans les systèmes automatisés industriels, là, à ce moment-là, l'amorti, il faut le contrôler. Hein. Parce que bon, les paramètres, on ne joue pas, on fait pas n'importe quoi avec les paramètres. Parce que dans une usine, qu'est-ce qui tourne? Ben, on a des pressions, des températures, voilà, des masses, on a toutes sortes voilà, de paramètres qui rentrent en jeu. Et je veux dire, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans une usine. Voilà, il faut paramétriser les choses pour que le processus industriel se fasse du mieux possible. Alors bien sûr, euh, euh, on essaie de contrôler tous les paramètres et voilà, d'avoir des réponses par rapport à des capteurs transmetteurs qui font parvenir les informations, par exemple à un automate, et soit c'est lui qui répond, soit on peut de manière manuelle répondre via un ordinateur et essayer de voilà, changer des petits paramètres d'ensemble. Voilà, donc soit vous voulez un signal entretenu, soit amorti. Et donc ici, ça vous donne quelques exemples. Alors sur Internet, vous pouvez aussi trouver quelques exemples aussi de signaux. Alors celui-ci, le signal ici, bien sûr, c'est un signal entretenu. Hein. Celui-ci, il est entretenu. Hein. Ouais, parce que j'ai pas mis d'exponentielle là-dedans. Donc s'il est amorté, j'aurais mis une exponentielle, mais là j'ai pas mis d'exponentielle parce que le but de la manœuvre ici c'est de voir un signal sinusoïdal pur, c'est-à-dire un signal, ce qu'on appelle un signal harmonique. Hein.
Alors ce signal-là peut être vu, comme je vous l'ai dit, par un instrument de mesure en électronique. Bon, en électronique, si vous faites des schémas, par exemple un oscillateur à pont de Vienne, il existe des différents types d'oscillateurs. C'est pas ce qui manque dans les oscillateurs en électronique. Ben, avec un oscilloscope, vous pouvez voir tous les paramètres, voilà, tension, courant, mesurer la période, et donc fatalement la fréquence, la pulsation. Vous pouvez mesurer ce que vous voulez, hein. L'amplitude, déphasage, delta phi, le déphasage, ce que vous voulez. Vous pouvez mesurer voilà, tous ces paramètres-là. Bon, l'amplitude, c'est une amplitude de tension ou une amplitude de courant. Avec un oscilloscope, il faut mettre une résistance, un briquet, une résistance pour mesurer un courant. Voilà, une fois qu'on a l'image d'une tension, en mettant une résistance, on peut mesurer un courant. Voilà. Et bon, on peut mesurer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Delta phi, le A, le oméga, le F, le T, etc. Bon, c'est pas ce qui manque dans ce qu'on peut mesurer au niveau d'un oscilloscope, au niveau électronique. Je vous remercie.